Pourtant. Ah, voilà. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous n'allons pas évoquer aujourd'hui une maladie ou une pathologie, mais une méthode, une technique thérapeutique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa création à la fin du 19e siècle par un neurologue viennois, l'illustre Sigmund Freud. Il s'agit bien sûr de la psychanalyse. Cette approche, alors novatrice, a connu son heure de gloire, mais semble un peu en perte de vitesse, dépassée par ce qu'on nomme les TTC, thérapie cognitivo-comportementale, plus brève et plus interventionniste. Elle conserve néanmoins la psychanalyse de nombreux partisans ou partisanes, c'est l'une d'elles. Madame Sophie Cadalen, bonjour. Bonjour. Auteure de L'Aventure du Divan chez Philippe Ray Éditions, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Vous nous faites partager avec beaucoup d'affection, d'humanité, de recul, votre riche vie de psychanalyste, et vous nous expliquez votre pratique et l'amour indéfectible pour ce métier, je vous cite, dingue et passionnant. Oui. Eh bien, c'est la première partie, l'entretien, le grand entretien avec le docteur Serge Rafale, qui aurait besoin d'ailleurs de venir vous voir, peut-être prochainement. Je dis ça, je dis rien. Allez-y, docteur. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Madame Cadalen, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir et puis d'évoquer avec vous la psychanalyse. Nicolas était probablement un petit peu trop rapide parce que c'est vrai que tout le monde pourrait justifier de la psychanalyse en fait. Ah bah oui, tout le monde a sa place sur un divan. Voilà. Alors pour compléter la présentation qu'il vient de faire, vous n'êtes pas à votre coup d'essai avec cette aventure du divan. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur le couple, les relations amoureuses, la question du genre, au titre explicite. Vivre ses désirs, vite, aimer sans mode d'emploi, tout pour plaire et toujours célibataire, les femmes de pouvoir. Vous avez été chroniqueuse au magazine de la santé de France 5, animé l'émission Parlons-nous 3 saisons sur RTL. Vous êtes donc la personne idoine, psychanalyste non intégriste, pour nous expliquer cette méthode que certains estiment poussiéreuse comme son divan. Vous allez nous en éclairer le jargon, en secouer les idées reçues et les lieux communs, et in fine permettre une meilleure compréhension de cette méthode thérapeutique singulière et la façon dont on l'utilise en 2024. Beau programme. Beau programme, mais c'est votre ouvrage, madame. Alors, quelques mots d'historique avant de démarrer. Donc, ça commence avec les découvertes et les théorisations d'un neurologue viennois, Sigmund Freud, qui emploie pour la première fois le terme psychanalyse en 1896. Et le but de la psychanalyse est pour lui de rendre l'inconscient conscient. Voilà, déjà, on est dans la difficulté. Oui, non, il avait percuté, il avait suivi Charcot, il était venu en France pour, en tant que neurologue, suivre effectivement les exploits, entre guillemets, du docteur Charcot qui hypnotisait ses patientes et qui révélait par là que, justement, sous hypnose, la pathologie disparaissait. Donc ça venait de quelque part d'autre, d'ailleurs, un inconscient. Et Charcot n'a pas poussé plus loin, il avait sans doute beaucoup à faire déjà, et sans doute que ça ne l'intéressait pas autant, mais c'était cette logique autre qui apparaissait là, dans une époque de beaucoup d'inhibition, d'empêchement chez les femmes notamment, dites hystériques à l'époque. Et Freud a ouvert là une brèche et un continent, celui de l'inconscient, pour, oui, raconter comme ça n'est pas si simple l'humain, la psyché, ce qui nous anime, ce qu'on croit être et vouloir et qui n'est peut-être pas ce que l'on veut vraiment ou inconsciemment, l'histoire qui nous façonne, les mots, leur importance, leur interprétation. Et je crois que ce qu'il a engagé là n'a pas cessé depuis. Vous dites que ça permet de mieux comprendre comment son inconscient influence son comportement, ce qui permet de conquérir une plus grande liberté dans les relations avec soi-même et les autres. Oui. Alors, c'est, je crois aussi ce qui dérange un peu, entre autres choses, dans la psychanalyse, c'est que révéler un inconscient, en tout cas se révéler à soi-même un inconscient qui nous agit, c'est justement se révéler pas si libre que ça. En tout cas, notre pleine et grande puissance, elle en prend un coup. On n'est plus maître en sa propre demeure, comme disait Sigmund Freud. Mais justement, de réaliser cela, de réaliser comme on est effectivement, oui, agi par des logiques qui ne sont
sont pas entendables, en tout cas qui ne sont pas compréhensibles d'emblée, comme on est agi par des fidélités inconscientes à notre histoire, à notre éducation, à nos parents. Ça permet justement à mettre en lumière finalement ce qui nous contraint, les chaînes auxquelles on tient aussi, parce que ça nous assure d'une identité, comme justement, là, il est possible de s'en libérer. De s'en libérer, pas au sens de, voilà, on fait ce qu'on veut et on a repris tout à fait les rênes de notre histoire, de notre identité, mais justement, à savoir, à comprendre ce qui nous contraint, on peut composer avec et ne plus être agi malgré soi et répéter des comportements qui ne vont pas en notre faveur, en général. Les buts de l'analyse, vous dites, c'est un changement espéré mais redouté, ou bien s'accommoder d'une situation. Oui, il y a cette idée de... souvent une espèce de quiproquo, d'ailleurs, quand on commence une analyse, c'est qu'on vient pour changer. On vient pour réussir à être moins en colère, pour réussir à être en couple, pour réussir peut-être à s'affirmer professionnellement. Vous dites l'analyse a pour but de mieux vivre son présent entre un passé confus ou trop limpide et un futur fantasmé. Oui, exactement. Donc c'est cette idée de soi idéal finalement qu'on va mettre en berne pour peut-être un peu plus d'humilité et faire avec ce qu'on peut. Alors ça paraît très modeste comme intention, mais c'est très ambitieux au fond. Et comme vous disiez, oui, ça va être quelquefois, on a l'impression que notre vie sera meilleure si on change tout, si on réalise des choses absolument formidables. Et puis c'est peut-être justement connecter, rencontrer, éprouver comme non, c'est tout à côté. Il n'y a pas grand-chose peut-être à changer, mais ce petit pas de côté va complètement changer notre rapport à soi-même et donc au monde. Sauf pour certains de vos patients, vous dites beaucoup de femmes et d'hommes viennent aussi en analyse dans l'espoir de s'accommoder de la situation pour se corriger, apaiser les tensions, essayer de répondre aux attentes du partenaire. Oui, ça aussi c'est une demande qui va pas durer très très longtemps. Oui, je viens parce que on me dit, l'autre me dit que je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, c'est de ma faute si, la culpabilité, grand moteur d'analyse. On connaît tous un peu ça, mais alors c'est vraiment un outil très très précieux, très conséquent en analyse. Et oui, une fois passées ces bonnes intentions-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et peut-être celui pour lequel ou celle pour laquelle on voudrait changer, peut-être que c'est à en changer dont il sera question. Mais encore une fois, ça je le précise aussi, il y a cette grande peur-là en analyse. Oh, et si je divorçais, par exemple on ne découvre pas ça en cours de route. On ne vient jamais, on ne subit pas une telle déflagration. Vous êtes une grande modestie. Vous dites, vous avez parlé là tout à l'heure de la liberté, vous avez dit une certaine forme de liberté dont le patient ne sait rien à l'avance et le psychanalyste pas plus d'ailleurs. Non, j'avance au même pas que le patient. Et justement, on doit se garder de cette position de sachant, éclairer, oui, mais on éclaire à côté. On a peut-être une petite lumière un petit peu plus puissante que le patient qui croit ne pas en avoir, mais il en a quand même. Mais on avance au même pas que lui. On ne sait pas d'avance et on ne sait pas quoi. Et vers quoi on va? Vous dites, en démarrant un travail d'analyse, nous ne connaissons pas la longueur du bout de chemin que nous allons faire ensemble, la direction qui va être prise et le temps qu'il faudra. Oui. Et ce qui n'est pas rassurant, parce qu'en général, on nous demande, bon alors, docteur, dites-moi combien de temps pour ce que j'ai, quand est-ce qu'on va trouver une solution, et j'en ai pour combien, c'est ça aussi, le temps, l'argent, sauf qu'on n'en sait rien. On ne sait pas, ne serait-ce que le goût que l'on aura de cette analyse, qui est une aventure qui se révèle très souvent passionnante, et qui fait que même si le problème est réglé assez vite, on continue parce que se rencontrer est aussi une aventure formidable. La préférence actuelle pour les TCC, elle existe là-bas? Oui, alors, effectivement. Vous êtes ouverte d'ailleurs, vous acceptez toutes les méthodes, dont les TCC, vous butez un tout petit peu sur le lâcher-prise, en disant c'est pas si facile que ça, alors qu'on s'en réclame vraiment, le lâcher-prise, la résilience, deux mots presque bateaux. Oui. Déjà, l'expression « il faut lâcher prise », il y a quelque chose qui ne va pas dans le « il faut lâcher prise ». Comment on s'accommode du « il faut » s'il s'agit de lâcher prise. Je raconte d'ailleurs que pendant le Covid, je trouve que cette expression, elle a pris un coup quand même, parce que là, le lâcher prise, on s'est aperçu que c'était faisable dans des conditions optimales, quand on sait à peu près où on est. Lâcher prise, pas pour tout le monde, oui. Voilà, quand on sait à peu près où on est, où on va et qu'est-ce qui nous attend, oui, on peut
on peut s'autoriser le lâcher-prise, mais quand on est dans un brouillard absolu, c'est très compliqué de lâcher prise. Et les TTC, évidemment, ça promet une guérison, un résultat, on est accompagné, c'est court dans la durée, et pourquoi pas, il y a des tas de choses qui marchent. Freud avait déjà expérimenté qu'il y avait des symptômes, effectivement, dont la résolution était très rapide, mais qui se déplaçaient. Si sa racine, si son origine n'était pas élucidée, si quelque chose de profond n'était pas transformé, le symptôme se promenait. Il changeait de forme, il changeait d'impératif, mais il se promenait. Donc, là aussi, il y a des choses, évidemment, qu'on va les régler très vite. Pourquoi pas? Et si on est bien comme ça? Je suis tout à fait favorable à cela. Mais ne pas penser que c'est la solution à tout, ne pas penser que ça remplace tout. Et d'autres travaux, et d'autres engagements, et d'autres réflexions. Ce qui m'agace souvent, c'est comme justement on oppose les thérapies. Non, parler fait du bien. Aller voir quelqu'un pour dire « je ne vais pas bien », c'est extrêmement important et on le sait aujourd'hui, plus personne ne nie cela. Vous dites parler, mais vous insistez sur l'importance du divan. Et c'est donc ne pas parler en face à face, comme nous le sommes actuellement, mais dans une posture, dans une disposition qui est tout à fait particulière. Oui, ça c'est propre à la psychanalyse. Effectivement, on ne fera pas ça ailleurs parce qu'elle n'obéit qu'à une seule règle de la séance, une seule règle néanmoins impérieuse, qui est de dire tout ce qui passe par la tête. Absolument tout. Y compris ce qu'on juge inintéressant, y compris ce qu'on a déjà répété 20 fois, croit-on, parce que c'est pas toujours sûr. On le fait plus facilement quand on est dans le dos du thérapeute que quand on est en face à face. Mais bien sûr. En face à face, on est malgré soi tenu par le regard de l'autre, par son écoute, par son éventuelle, exactement, son éventuelle approbation, surtout quand on est dans la position du patient qui vient voir un professionnel dont il attend une expertise. Et puis on a ça tous en nous, personne n'y échappe. On veut être aimé, on veut être approuvé, on veut être soutenu dans notre parole. Là, dire tout ce qui passe par la tête, réellement, y compris nos pensées pas honorables, j'oublie pas le H, pas favorables, pas brillantes, ou qu'on ne croit pas intelligentes, c'est bien plus facile, en tout cas moins difficile, quand on s'est coupé effectivement de ce fil du regard qui nous soutient, qui nous approuve, qui nous porte. Vous expliquez, il faut une écoute active et neutre à la fois. Oui, neutre dans le sens, c'est aussi, là, pour le coup, mon engagement en tant que psychanalyste, on n'est pas du côté du jugement, de la morale. Vous dites jamais de morale, jamais de censure, jamais de pondération, jamais de réprobation, alors que ça démange parfois. Alors que ça démange parfois, évidemment. Je ne prétendrai pas être cette espèce de monument absolument... presque déshumanisé, où je serais au-dessus de tout le monde, au-dessus de toutes les idées, au-dessus de toutes les provocations, parce que c'est une relation qui n'en manque pas. Non, mais justement, reconnaître aussi là où ça m'agresse quelquefois, là où ça me titille, là où ça m'énerve. Vous donnez 2 exemples là, dans votre livre qui m'ont amusé, puis à la fois, on se rend compte que c'est compliqué. L'érotomane qui vous explique tous les détails qui trahissent votre attirance, oui. que vous ne voulez pas reconnaître, que vous refoulez, bien entendu. Oui, c'est dans la vie courante, ce serait absolument insupportable de quelqu'un qui vous dit « Non, mais je sais, vous me désirez absolument, je loue votre énergie à camoufler tout ça et à retenir vos chevaux. » Il ne l'a pas dit comme ça, mais... J'aurais pu le traduire ainsi. C'était très, très, très agaçant, évidemment, surtout que c'était absolument faux. Et là, j'ai l'air de m'en défendre, donc c'est presque suspect. Il y a ça, il y a même pire, parce qu'il y a un autre patient qui vient et qui tient à vous faire la leçon, vous paye pour vous aider, vous éclairer. Et puis, la délicatesse, il dit « Mais je ne vous ai rien dit, mais vous avez quand même lâché un paix. » Voilà, exactement, je raconte cette histoire. D'ailleurs, on m'a souvent dit, quand on a lu le livre, en me disant « Non, mais en vrai... Vous aviez pété ou pas pété? Donc là aussi, je suis très tentée de m'en défendre. Question d'importance, oui. Mais non, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la défense, au lieu d'être dans la protestation, dans la volonté de vouloir rétablir une vérité, qu'est-ce que ça dit quand ça dit cela? Pourquoi le patient me convoque sur ce terrain-là, qui, dans le cas de l'érotomanie, finalement, est attendu? Si le patient n'amène pas son symptôme en séance et face à moi, finalement, on ne va pas pouvoir le traiter. Donc, il va falloir que je sois aussi, finalement, une actrice ou une figurante de son symptôme.
Alors vous expliquez parfaitement les difficultés que peut éprouver le psychanalyste. On vient d'en évoquer deux, mais il y en a des plus importantes. Et vous prenez, parce que là, bon, beaucoup de gens l'ont regardé, la première saison, ou les 2 saisons En thérapie, où vous dites, finalement, le psychanalyste, il est trop en but à ses confusions, ses difficultés conjugales, son rapport au père, son désir pour la patiente. Oui, la première saison m'avait intéressé et amusé de cela. Ça aurait pu s'appeler voilà, les tourments d'un psychanalyste plutôt que les histoires des analysants. Mais c'est intéressant aussi parce que ça existe. On traverse des périodes difficiles, on a des ruptures, c'est son cas d'ailleurs de la 2e saison, il est séparé. On a des deuils, on a des ruptures, on a des conflits internes, on a des doutes. Et ça fait partie intégrante du métier. Et c'est pourquoi on a aussi quelquefois besoin de nos supervisions, de nos psychanalystes, de nos confrères et consoeurs pour aussi se remettre en question et aussi interroger pourquoi, et c'était le cas dans cette première saison, tous ces patients... Il a perdu le désir d'écouter, c'est ça? Ou il est noyé dans ses problèmes? En tout cas, il y avait quelque chose de très suspect qui aurait dû l'alerter dans cette première saison, c'est que tous les patients lui rentraient dedans. C'était extrêmement agressif. Je me disais en regardant la saison, le pauvre, fatigant. On en a quelques-uns, quelquefois, mais là, c'était systématiquement... Alors, c'était aussi une volonté, bien sûr, scénaristique, mais tout ça doit être pris... et repris à notre compte, psychanalyse, pour se demander, voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas les gens qui sont devenus méchants, c'est quelle porte ai-je ouvert ou quelle porte n'ai-je pas su fermer, justement, pour que l'on m'attaque à ce point et pour qu'on cherche à me faire réagir à ce point. Comment on fait avec un certain nombre de patients qu'on n'aime pas? On n'aime pas le contenu de ce qu'ils vous racontent et qui vous prennent pas comme complices, mais comme témoins. En tous les cas. Oui, je raconte aussi. Il m'a semblé qu'à partir du moment où je consentais à ne pas aimer tout le monde et à ne pas particulièrement aimer certains propos, certaines positions, certaines idées aussi quelquefois, provocatrices en général, alors sans que je change rien à mon attitude, je ne crois pas jamais avoir été hostile ni agressive, mais il y a quelque chose qui ne prendra pas. C'est vraiment une relation qui se crée de part et d'autre. Et comme une histoire d'amour, et il y a une forme d'amour dans le transfert, dans la thérapie, si ça marche que d'un côté, ça ne dure pas. Il y a quelque chose vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme un nœud qui est un faux nœud qui se défait, comme quelque chose. Donc j'ai toujours laissé faire, j'ai toujours continué d'accompagner. Et puis ces patients-là, à un moment donné, ne sont plus venus. Pour des raisons que j'explique aussi, peut-être précises dans leur névrose ou dans leur attitude vis-à-vis de la psychanalyse, dans ce qu'ils voulaient faire ou ne voulaient pas faire, il y a quelque chose qui, à un moment donné, ne s'accompagne plus. Et il ne reste pas. Il y a l'histoire d'une patiente dans votre ouvrage qui vient des semaines, qui s'allonge sur votre divan, se tait. Oui. Vous demandez à quoi pensez-vous? Elle répond rien, ou par des onomatopées, ou par je ne sais pas. Comment allez-vous? Elle répond bien. Son silence pour vous est une torture. Oui. Et j'explique aussi, je raconte ce cas parce que elle m'a appris. Elle m'a appris l'écoute, enfin en tout cas l'écoute silencieuse. Alors non pas que je parlais tout le temps, On peut écouter ce refus de parler. En fait. Exactement, c'est que j'ai entendu, après avoir essayé de 1001 manières de la solliciter, d'aller la chercher, et elle venait très régulièrement. Elle était une parfaite analysante, qui venait 2 fois par semaine quelquefois, toujours ponctuelle, elle ne manquait jamais une séance. Pas un mot à part oui, non, bien. Mais pas un mot, voilà. Et j'ai fini par me dire, bon, je ne sais pas pourquoi elle vient, j'ai l'impression de me servir. Vous êtes même surprise quand ça se débloque. Oui, quand ça s'est débloqué, je n'ai pas perçu le déblocage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis aperçue qu'elle parlait. Et elle devait parler déjà, je pense, depuis au moins 5 minutes. Et elle parlait. Et depuis, elle ne s'est plus jamais arrêtée de parler. Vous dites parler, c'est prendre le risque d'être remarqué, d'être entendu. Peut-être qu'effectivement, la problématique était là. Tout à fait, oui. Oui, c'est s'exposer, toujours parler. Et je parle de cette parole, effectivement, qui attrape tout ce qui passe par la tête, qui se risque sans avoir besoin d'un appui, d'un soutien, d'une approbation. C'est toujours, oui, une forme d'exposition. Alors, soi-disant, on la cherche, mais quand elle est proposée, elle fait très peur souvent.
Comment on fait, Madame Cadalen, pour choisir son psy? Vous dites c'est quelque chose de très affectif. Il doit interpeller, il doit donner envie. Et ça se fait en réalité sur des tout petits détails, c'est ça? Oui, ça se fait sur des tout petits détails. Quelquefois, ça va être la couleur des rideaux, qui plaît pas. Le quartier, les difficultés pour stationner. Oui, alors ça peut dire souvent des résistances. Mais si ça rentre en plus dans la balance, non, 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 c'est trop compliqué. Mais c'est pour ça je compare à des relations, oui, affectives, d'amour, d'amitié. On se voit, on se parle un peu, on se plaît plus ou moins spontanément. Ça se fait pas forcément d'un coup d'un seul. On s'essaye aussi, ça je le propose. On va s'essayer, on va voir si ensemble cette relation prend justement. Mais c'est très 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 subjectif et ça doit commencer par ça. C'est pas les diplômes qu'on va étaler, c'est pas les prestations médiatiques par exemple, ni les livres qu'on a écrits. C'est là on aura envie de parler, là on envisage, on conçoit de parler peut-être. Et là, on a envie de revenir pour parler encore. Et là, quelque chose se passe qui fait que oui, on a trouvé son lieu et sa personne. Le problème des honoraires, le problème de l'argent, quel est le prix à payer? Vous dites qu'il faut obliger, entre guillemets, les patients d'une façon ou d'une autre. Une séance ne doit pas compter pour rien. Non, non, non. C'est très délicat, cette notion du prix, et ô combien subjectif. De toute façon, c'était la découverte de Freud. Il y a deux sujets sur lesquels on ne pourra faire aucune généralité ni aucun lieu commun, c'est la sexualité et l'argent. Alors, on en fait des lieux communs et des généralités, parce que c'est tellement justement une histoire et une affaire et une appréhension personnelle que non, il y aura pas de tarif possible déterminé et inchangeable, imbougeable. Donc c'est à chaque fois, pour chacun, une appréhension différente, des réticences différentes. Ça n'a pas à voir avec la fortune que l'on a ou que l'on n'a pas. Il y en a qui n'ont pas beaucoup et qui ne contestent absolument pas le prix, d'autres qui ont beaucoup et qui ne veulent rien investir. C'est qu'est-ce qu'on met dans cette démarche? Quelle valeur on lui octroie? Quelle valeur même on octroie à soi-même avant que de l'octroyer au psychanalyste? Donc c'est tout ça qui est en jeu et qui fait qu'à un moment donné, on va se trouver le terrain d'entente qui fait que on va investir de part et d'autre et en tirer profit de part et d'autre. Je n'ai pas parlé, Madame Cadalen, du transfert qui est pourtant un outil essentiel et indispensable. Oui. Et vous dites qu'il n'existe pas que pendant l'analyse, il existe en permanence. Non, non, il existe en permanence. C'est ce qu'on suppose les uns des autres, de ce qu'on imagine les uns avec les autres, les qualités, les défauts dont on s'affuble les uns les autres. On imagine toujours l'autre. Et l'imaginer, ça ne veut pas dire ne pas voir sa réalité. La réalité, elle est faite justement de plein d'imaginaires. Mais c'est l'outil, effectivement, ça va être le terreau essentiel de la psychanalyse. Si justement, on ne transfère pas sur le psychanalyste quelque chose, justement, vous parliez de l'érotomane, voilà, s'il n'y avait pas aussi ce transfert-là, même sur le mode « vous ne me plaisez pas », la question se posait quand même, finalement, le symptôme ne va pas être convoqué et on ne va pas pouvoir l'affronter et donc le faire tomber. Vous expliquez, on arrive au terme de la première partie de notre entretien. Vous dites à cette place exceptionnelle d'écoute, nous accompagnons notre temps, nous réexaminons le passé, nous imaginons l'avenir sans l'augurer. Oui, on ouvre les portes et les fenêtres. Eh bien, on va continuer d'ouvrir les portes et les fenêtres dans quelques instants dans cette deuxième partie. Woody Allen a dit « Mes films sont comme une psychanalyse, sauf que c'est moi qui suis payé. » C'est la différence. Ouais. Alors, j'ai vu que vous aviez un petit porte-monnaie. C'est les coquelicots de monnaie que vous avez sur votre porte-lunettes? Pas spécialement, je crois pas. Non, c'est... Alors, ok. Voilà. Moi, Mais ce sont des fleurs. J'ai cru que c'était les coquelicots, voilà, de Bonnet, donc j'avais une question psychanalyse et impressionnisme, mais vous la gardez pour la deuxième partie. On la garde partie, pour la deuxième partie, peut-être. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour, après la petite pause, l'aventure du divan, ma vie de psychanalyste. Madame Sophie Cadalen est avec nous, Philippe Ray Édition, pour nous raconter, nous donner votre retour d'expérience sur votre vie de psychanalyste. Vous expliquez que l'analyse pourrait concerner tout le monde, ou presque. Est-ce que ça peut être intéressant d'être moins obéissant à ces tyrans inconscients ? Bah oui, mais sauf que ça pourrait effectivement concerner tout le monde, mais tout le monde n'a pas envie de faire une psychanalyse, et c'est tout à fait respectable. Si on s'accommode bien justement de ces tyrans, de nos tyrans inconscients, si on vit à peu près bien avec nos névroses, si on préfère leurs bénéfices secondaires au chambardement que peut-être créerait justement des questionnements, des remises en question, eh bien on continue comme ça. Je suis convaincue qu'on fait une psychanalyse quand on n'a pas le choix. Même si on a le goût, même si on est intéressé, il y a forcément un moteur très puissant, forcément un impératif très puissant qui fait que cette petite phrase que j'entends très souvent, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors il faut faire quelque chose. Est-ce que vous recueillez des patients qui viennent vous voir et dont vous trouvez que finalement ils n'ont pas vraiment de despote intérieur, de tyran intérieur, et vous leur dites assez rapidement, écoutez, moi je trouve que vous allez plutôt pas mal. Alors je ne leur dis pas. Non. Je ne leur dis pas justement. Oui, ça m'arrive de me demander mais qu'est-ce que la personne fait là, mais tout en me disant elle est quand même là pour quelque chose. Elle est quand même venue. Elle est quand même venue. Alors, il peut y avoir, alors j'ai un souci là, où je me pose des questions, ça fait longtemps que j'y pensais, tiens, je me suis dit, pourquoi pas. Il y a forcément quelque chose de plus impérieux que ça, qui sourde quelque part, et sur lequel on va tomber à un moment ou à un autre. Et au contraire, ce serait fermer une porte que de dire non, vous n'avez pas besoin, ou gardez votre argent, faites autre chose. Et la personne qui vient 15 ans d'analyse. Oui, il y en a. Mais j'avais un confrère qui avait dit, vous devez connaître d'ailleurs, je suis en train de chercher qui a écrit Le Secret, Grimbert. Philippe Grimbert. Et qui avait sorti cette phrase-là que j'avais trouvée très, très, très intéressante, qui disait on ne s'offusque pas de quelqu'un qui fait du yoga et qui en fait pendant 20 ans. Parce qu'il a son espace, il a son moment à lui, ce moment où il se retrouve, où il fait quelques exercices, où il se repose, où il se rassemble. Il se retrouve, c'est pas vous qui le vient retrouver. Non, non, il se retrouve là où il va. Et où il me trouve, mais ça peut être ça aussi. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'impératif qui nous a conduits dans ce lieu-là. Il y a une souffrance, forcément à l'origine aussi, mais quand cette souffrance est traversée, dépassée, il y a quand même ce chemin absolument extraordinaire de questionnement en toute liberté, sans jugement encore une fois. Cet espace où on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même rare, sans être interrompu, en étant écouté. Et c'est aussi un moment, oui, pour soi, où on peut se dire, on peut se tirer les muscles, les jambes et travailler nos fessiers. Et puis aussi se dire, j'ai un moment dans ma semaine où je me pose, je m'arrête et ce temps est pour moi. Et un temps très riche, un temps de réflexion, un temps de jubilation aussi. Ça n'est pas que triste et difficile, l'analyse. Juste un mot sur l'actualité, les actualités. À propos il y a eu les événements de 2015, il y a eu les événements de la Covid. Il y a eu ici, bien sûr, à Radio J, les événements post-traumatiques de l'après 7 octobre. Et vous dites dans votre livre, nous avons redécouvert péniblement notre condition d'humain qui ne sait pas tout, qui ne comprend pas tout, qui ne guérit pas tout. Nous avons été éjectés d'une croyance vague en notre invincibilité. Oui, ça, je crois que particulièrement le Covid, avec ce confinement absolument inattendu, inouï. Qui était difficile pour certains, pour beaucoup. Et qui a été très difficile pour certains, et qui continue d'être difficile pour beaucoup. Et pour les adolescents aussi. Oui. Et ceux qui, ça je le dis aussi, ceux qui s'en accommodaient le mieux de ce confinement, qui trouvaient formidable. J'ai eu 2 patients qui avaient dit simultanément, je continuais par téléphone, dans ce premier confinement plus dur, puis après j'ai décidé que non. S'il y avait des lieux sur lesquels on ne devait pas transiger, c'était ces lieux de parole et en présentiel, comme ce nouveau mot est apparu, mais qui trouvaient ça formidable, qui disaient, des gens en général qui étaient phobiques, qui avaient beaucoup de mal à se lancer dans le monde et dans la sociabilité, et qui là étaient très contents parce que, tiens, c'était le monde qui se mettait au pas de leurs symptômes à eux.
et pas eux qui étaient obligés de se forcer d'être pas du monde qui les brusquait, dans lequel ils n'étaient pas bien. Mais ces gens-là qui s'en sont trouvés mieux de ce confinement, ça ne leur a pas fait du bien. Ils se sont encore enfermés, ils se sont encore repliés, ils se sont encore retranchés. Donc oui, ça a été un événement très très important. Première fois aussi dans ma pratique que les gens s'excusaient presque de continuer leur séance alors que c'était quand même plus grave pour les autres. Voilà, ils avaient encore un travail, ils avaient encore un toit. Enfin bon, voilà, ils s'excusaient presque de parler. Tout le monde finalement se retenait, minimiser ses propres doutes, ses propres souffrances et angoisses. Et on n'en est pas encore revenu de cette période-là. Et les adolescents, comme vous le dites, oui, les jeunes, ça a été très difficile. Et en même temps, ça vient agiter des tas de questions sur le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde pour cette jeune génération? Quelle est la suite de ce monde? Comment on s'inscrit dans ce monde? Et je trouve des questions absolument passionnantes. Comment est-ce qu'un thérapeute prend la parole? À quelle fréquence il prend la parole? Quand il écoute, il est dans cette attention flottante dont on avait parlé en première partie. Et à quel moment il décide de s'impliquer par le biais de la parole, quand il juge que ça va déverrouiller la suite du narratif? D'abord, c'est particulier à chaque patient. Il y aura un temps de parole et quelquefois de pas grande parole ou de très peu de parole selon chacun. C'est notre risque à prendre à nous, thérapeutes, de dire, tiens, allez, je le dis, mais en faisant confiance aussi au fait que si le patient ne veut pas l'entendre à ce moment-là, il ne l'entendra pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on dit n'importe quoi non plus, ça ne veut pas dire qu'on impose des choses, mais c'est notre engagement aussi à nous, de se lancer aussi quelquefois dans une parole, dans un acte de parole, sans bien savoir s'il est justifié, sans bien savoir s'il est judicieux à ce moment-là. En fait, on tâtonne ensemble. Et je crois que c'est ce que souvent on ne s'avoue pas trop, en tout cas on ne dit pas trop en tant que psy, à vous je le dis, vous répéterez pas trop. Mais on ne sait pas. On propose des choses, on tente des choses, mais surtout se défendre d'une position de sachant, de savoir. On le dit, on n'a peut-être pas raison de le dire. Et on n'a peut-être pas raison de dire ça. Mais on voit comment ça réagit en face. Et ce qui constitue ces paroles, c'est quoi? Ce sont des paroles toujours motrices, mais qui peuvent parfois proposer de la provocation. Je crois que c'est plutôt ce pour faire bouger. En tout cas, toujours tenter de faire bouger quelque chose. C'est toujours tenter de bouger un sens. Et ce que je crois, enfin en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt que des incitations, ce sont plutôt des propositions. Je propose quelque chose. C'est pris, cette proposition, et là où c'est pris, quelquefois, c'est pas là où j'attendais que ça le soit. Bon alors, comme l'âme humaine est non seulement très difficilement sondable, mais qu'en plus le champ d'application est extrêmement long, on va passer à la rubrique du docteur Vladimir Mitz, comme ça nous laissera quelques questions sur le ça, le moi, le surmoi, pour l'après chronique du docteur Vladimir Mitz, qui a aussi des choses intéressantes à nous raconter tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis, bonjour belle consoeur. Voilà, je coupe un peu sur le jingle parce que vous avez tellement de choses à nous raconter. Il y a plein de patientes qui viennent vous voir sur... on est dans une époque d'apparence. On a déjà évoqué tous ces sujets dans Réfoy, des époques d'apparence. Il y a également des soucis. Elles sont confrontées à quelque chose qui se passe dans leur tête parce qu'il se passe quelque chose dans leur corps. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce en quoi ça consiste et ce que ça implique? Alors vous avez tout à fait raison, et ça fait bien des années d'ailleurs que, en tant que chirurgien, donc un homme qui n'a pas de cerveau mais uniquement un talent manuel, petit à petit, malgré tout, mon attention avait été attirée par le fait que le corps a une importance fondamentale dans notre pratique, mais sa représentation au niveau cérébral est aussi colossale, et non seulement au niveau cérébral, mais aussi au niveau émotionnel. C'est pour ça que j'avais écrit un livre autrefois, il y a quelques années, avec une psychanalyste. On le présente à l'antenne, c'est de la radio, donc on nous voit quand même, voilà. SOS, je n'aime pas mon corps. Vladimir Mitz, Rebecca Lustmann, chirurgie esthétique et psychanalyse. Oui, parce que j'avais été extrêmement frappé par le retentissement
corporelle symptomatique de certaines périodes difficiles de la vie d'une femme. Par exemple, une femme à laquelle on met des implants mammaires pour lui donner une jolie poitrine. Et il y a un sein qui est très très beau, et puis l'autre sein qui est entouré d'une coque. Et cette coque ne se comprend pas, puisque c'est les deux mêmes prothèses mises le même jour à la même femme, avec la même technique. Pourquoi est-ce que l'un ça va et l'autre ça va pas ? Et en fait, c'est parce qu'il y a un refus intellectuel, psychologique profond. Le corps réagit en faisant une barrière d'un côté. Il laisse passer les Pakistanais, il ne va pas laisser passer les Africains. C'est quand même extrêmement étrange de que cette réaction du corps. Donc j'avais écrit ce livre. Et cette pratique de l'écoute que vous donnez est pour nous quelque chose qui est tellement mystérieux et impossible à faire. Parce que quand on est chirurgien, à quoi on pense ? On ne pense pas à l'argent, on pense à comment je vais pouvoir rendre heureux quelqu'un qui vient pour un problème corporel. C'est-à-dire comment je vais manier le bistouri. Et tout ce qui se raconte derrière est un peu comme des fleurs dans un panier, mais nous, ce qu'on regarde, c'est le poids du panier, l'épaisseur du panier, et les fleurs, on n'a pas trop conscience. Donc j'ai beaucoup essayé de me rapprocher des psychanalystes, et il y a un domaine qui est très particulier pour nous et compliqué, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, en gros, c'est ça, c'est une jeune femme qui vient, qui est mignonne, on la voit, on se dit, vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle vient, et puis elle va nous dire, écoutez, docteur, il y a un truc qui va pas, là, regardez, j'ai une petite bosse à gauche sur mon nez, cette bosse, quand je la vois... Ça me défigure. Ça me défigure, je me sens très laide, vraiment, ça me bloque totalement. Donc, nous, on voit une petite bosse qui n'est pas laide, puis elle est toute petite, puis on essaie de lui dire, mais vous savez, c'est pas grand-chose, peut-être qu'il faut pas vous faire opérer. Et elle va revenir plusieurs fois avec insistance, et on a l'impression que chez elle, c'est un poids énorme. Alors, en plus, si par malheur, on en vient à l'opérer, elle va revenir nous voir en disant, mais écoutez, ce que vous avez fait, ça va pas du tout, parce que vous m'avez enlevé la bosse, mais là, maintenant, c'est un creux, mais ça ne va pas du tout. Je me sens très malheureux, c'est pire qu'avant. Et ainsi, on entre dans un cercle vicieux d'autodestruction corporelle pour lequel, nous, chirurgiens, on peut avoir tendance à réopérer. Et finalement, c'est presque un scandale, il n'y a pas de solution. Pas de solution chirurgicale. Alors, on demande au psy. Alors, on dit à ces patientes, vous allez voir un psy. Ils le prennent extrêmement mal, parce que ça veut dire que vous me traitez de fou. Et pourtant, dans quelques cas, j'ai réussi à le faire avec des psychanalystes de talent. Et ce que je voulais vous demander, en fait, ma question, elle est double. D'abord, avez-vous déjà rencontré ce type de patient parallèlement aux chirurgiens ? Et d'autre part, quels sont les petits signes qui vous font penser qu'il y a en dessous une pathologie qu'on appelle une psychose ou je pense que c'est le terme qui convient, et pas forcément une névrose, j'en sais rien. Je vous demande des éclaircissements. Oui, ce sont bien sûr des pathologies que j'ai rencontrées, que je rencontre encore. De toute façon, le corps est très présent en analyse. C'est ce que j'explique aussi. Il est allongé non pas pour disparaître, mais pour justement se faire entendre aussi. Se faire entendre, il est parlé, le corps. Les gens se racontent. Et une analyse, ça je le dis aussi à un autre moment, c'est pas moi qui le disais, c'était Lacan. Une analyse, c'est apprendre à compter jusqu'à 3. C'est l'esprit, le corps et l'inconscient. Et le corps, sans les mots, sans notre inconscient, qu'est-ce que c'est aussi ? On croit que c'est très tangible, que c'est objectif, le corps. Sauf que, comme vous le dites, non, comment on le voit, comment on le ressent, comment on croit que les autres le voient, tout ça est ramené en analyse. Et effectivement, cette histoire de physique, de beauté, de poids, d'âge, tout ça est parlé sur le divan. Et là, quand vous dites, quand est-ce qu'on va soupçonner, en tout cas, quelque chose de particulièrement pathologique, au-delà de nos petits questionnements et de nos névroses, je dirais, assez courantes, ça va être peut-être dans une espèce de, au-delà d'une obsession ou quelque chose, le patient est convaincu déjà que ça ne va pas, que ça va se résoudre de cette manière-là. C'est trop précis, trop linéaire, j'ai envie de dire, trop rectiligne pour que ce ne soit pas suspect. Parce que sinon, cette histoire de corps, c'est plus du questionnement incessant. De quoi j'ai l'air, comment je me sens, et est-ce que je suis jolie, est-ce que je suis pas jolie, et puis pourquoi je me pose la question, et puis pourquoi, tiens, je m'aime sur cette photo, je m'aime pas sur telle autre photo, et pourquoi je veux que les gens y m'aiment. Enfin, voilà, c'est autant de questions qui ont tout intérêt à se vivre comme des questions sans chercher de réponse définitive, mais là, voilà, comme vous disiez, la petite bosse, elle raconte tout. Sauf que c'est pas de la bosse dont il est question. Il y a une excroissance, il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui se voit comme le nez au milieu de la figure, pourrait-on dire.
Et si ça n'est pas justement interrogé, parlé, si la petite bosse n'est pas nommée ou comment dire, scalpée par des mots, oui, il y a fort à parier que la seule opération ne va pas changer grand-chose. En tout cas, ne va pas résoudre la pathologie. Est-ce que de manière sous-jacente, notamment chez l'adolescent ou l'adolescente, il n'y a pas un problème, une origine dans un conflit avec la famille, avec les parents, avec Vladimir ? Alors, c'est le deuxième thème que je voulais aborder avec vous, parce que nous sommes assez souvent confrontés à des adolescents qui viennent seuls. C'est-à-dire qu'ils ont 15 ans, 16 ans, ils ne sont pas majeurs, ils ont un doute sur leur apparence, certains viennent extrêmement déterminés, ça peut être pour le nez, ça peut être pour un problème de sein ou d'obésité ou d'absence de poitrine. Et ces adolescents sont incroyablement informés parce que nous sommes au temps des selfies, des réseaux sociaux, ils savent tout et ils savent tout sur nous. Donc quand ils viennent nous voir, ils savent quel genre d'opération nous faisons. Et dans cette détermination qui peut être parfois diabolique, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu manipulé ou mené par le bout du nez, ils nous disent « il faut me faire ça, je veux telle taille d'implant, moi je veux avoir des gros nénés, parce que je me sentirais mieux dans ma peau », ou bien un garçon « écoutez, non, ça va pas, j'ai l'impression que moi j'ai de la poitrine alors que je suis un homme ». Bref, des demandes qui parfois sont tout à fait entendables, parce qu'il s'agit d'une véritable réalité, un diagnostic précis peut être fait, mais parfois, c'est simplement une insatisfaction de vivre, ou même ce que j'ai constaté dans certains cas, un refus de devenir comme un de leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a dans leur image mentale, dans le nez qui commence à devenir un petit peu grand, c'est l'apparence d'un nez familial qui ne leur plaît pas et dont ils voudraient échapper par une opération. Alors dans ces cas-là, pour nous, c'est très difficile parce que on se trouve dans deux situations où on pense qu'il y a un problème réel. Donc dans ces cas-là, l'habitude, de ma part, est de demander un consensus familial. C'est-à-dire, je demande que les parents viennent avec l'enfant pour pouvoir mettre au point à plat l'ensemble des problèmes, et parce que aussi, il faut envisager les conséquences pécuniaires, humaines, d'une intervention. Et puis, un deuxième cas où je me dis, franchement, c'est pas la peine d'opérer, il faut pas l'opérer. Alors là, je leur demande l'avis d'un psy. Donc, je les ai envoyés très souvent chez des psychanalystes ou des psychiatres, et la réponse a été assez ambiguë. Parce que demander à un psychanalyste ou un psychiatre son avis sur quelqu'un qui est jeune et qui démarre dans la vie, je suppose que ce n'est pas facile. Et je voulais vous demander quelle était votre expérience dans ce domaine, des demandes sur le corps qui ont un retentissement psychologique chez l'adolescent. Alors, j'ai pas été confrontée à des demandes très précises d'adolescents, mais par contre, j'entends les chambardements, effectivement, du corps de l'adolescence, les préoccupations aussi, dans un monde d'image, mais même avant même ce monde d'image dans lequel on est, c'est quand même un vrai champ de bataille, l'adolescence. Comme vous disiez très justement, d'un corps qui quitte l'enfance, mais qui se rapproche aussi, enfin en tout cas qui tend vers un idéal de l'adulte, ou vers effectivement le cauchemar de ressembler à son père ou à sa mère. Mais ça va raconter de toute façon comment je m'incarne, comment je m'affranchis, comment je deviens sujet, ça aussi c'est un terme de psychanalyse, justement en faisant avec mon hérédité, en faisant avec mon environnement, en étant ni pour ni contre, sortir de cette voie binaire de je suis comme ou je ne suis pas comme, parce que c'est pareil, c'est aussi aliénant. Je ne veux pas ressembler à mes parents, c'est aussi empêcheur que je veux être comme mon père ou comme ma mère. Non, c'est comment être soi, en fait. Comment être soi dans un corps qui va bouger, qui ne va pas cesser de bouger. En fait, notre corps n'arrête pas de changer. L'adolescence en est le moment peut-être le plus évident. Mais c'est comment je compose avec un moi-même qui m'échappe en permanence, sur lequel je n'ai pas le plein contrôle. Et je crois qu'au fond, c'est de ça dont il est question, toujours d'une manière ou d'une autre. Comment on arrive à vivre en renonçant à cette pleine maîtrise de soi, à cette croyance qu'on va pouvoir décider de qui on sera et de qui on aura l'air d'être pour consentir à être et vivre au plus près de soi, justement. C'est la solution de facilité, finalement, de recourir à l'acte chirurgical pour la gamine. Ça a l'air apparemment facile, mais ça ne créera aucune facilité, puisque ça va être une déception permanente. Vous avez raison, parce que moi, dans les cas où j'ai
accepté d'opérer parce que le psychanalyste m'avait dit oui, je pense pas qu'elle a une psychose, mais peut-être que ça peut lui rendre service. Ben, ça a provoqué, dans mon expérience, je pense à 2 cas très précis, à des jeunes femmes dont j'avais opéré la poitrine, des conflits internes dans la famille avec une rupture entre la mère et la fille. Parce que la mère refusait absolument l'idée de l'intervention. La jeune fille, elle voulait se faire opérer. J'ai opéré la jeune fille qui finalement était relativement insatisfaite aussi parce que c'était jamais bien ce que j'avais fait. Mais par contre, la mère était folle de rage parce que l'enfant avait en quelque sorte outrepassé son interdiction. Le père lui disait, bon, il faut mieux la faire opérer parce qu'elle le demande, puis il n'y avait pas de problème d'argent dans les 2 cas où je me souviens. Donc ça n'a pas résolu les problèmes. Je trouve que la chirurgie, dans ces cas-là, ne résout pas forcément les problèmes, sauf dans ces petits points, grâce à la médecine esthétique. C'est-à-dire que dans les cas où il y a une petite déformation, une petite plainte légère sur le nez ou sur le visage, le fait de faire une injection, quelque chose qui n'est pas grave, peut donner un calme plat pendant quelque temps, provisoire, mais évite les risques du bistouri. Eh ben vous avez loupé quelque chose, Vladimir. C'est la mère que vous aurez dû envoyer en psychanalyse. Probablement, mais difficile à dire. Tiens, je reviens un petit peu avant l'adolescence avec une figure très importante, bien sûr, de la psychanalyse. Est-ce que tout, finalement, ne part pas de la petite enfance? Évidemment, je vais évoquer la figure d'Œdipe, puisque c'est Freud, voilà, qui a parlé de ce complexe si connu. Vous allez nous dire en quoi c'est si important. Je rappelle que le complexe d'Œdipe, c'est quand le petit garçon, à cause de l'éveil de ses pulsions sexuelles vers 4-5 ans, c'est à peu près ça? Oui. Très tôt, développe un désir et un attachement sexuel intense pour sa maman. Il la veut pour lui seul et le papa devient un rival. Pourquoi cette figure est-elle si importante et est-ce que vous jugez qu'elle est vraiment fondamentalement importante? Est-ce que tout ne part pas de là finalement? Oui, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. De toute façon, tout part de nos origines, de comment on est né, où on est né, avec qui on est né. Tout part de là. Maintenant, il faut être très prudent sur ce complexe d'Œdipe. En tout cas, reconnaître les ressorts. En fait, ce qui nous intéresse très profondément dans le complexe d'Œdipe, c'est une histoire de refoulement. Œdipe ayant su, justement, ayant appris l'oracle qui lui disait, voilà, qui lui disait, enfin en tout cas, ce qui avait marqué sa naissance, qu'il allait tuer son père et épouser sa mère, qui est donc parti très loin parce qu'il croyait justement sauver ses parents en s'en éloignant, sauf que c'était ses parents adoptifs, et qui, en cours de route, tombe sur le vrai papa, le tue, et délivre, voilà, et se retrouve à délivrer la ville de sa malédiction, et en récompense, il en épouse la reine, sa mère. Donc c'est ça, peut-être, qui nous intéresse surtout. C'est que ce qu'on croit maîtriser, justement, une fois qu'on sait « Ah, c'est ça qui doit m'arriver », ben, comme je le sais, ça ne m'arrivera pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que consentir il y a du refoulement, il y a du retour du refoulé. Alors, pour ne pas, justement, être rattrapé par ce retour du refoulé, allons voir ce qui est refoulé. Et puis, cet attachement, effectivement, de l'enfant à un des parents, c'est ce qui organise, effectivement, nos premières pulsions, cette possessivité, on veut l'autre pour soi seul. L'enfant, c'est pas du tout le ciment du couple, hein, quoi qu'on en pense encore, ou que certains espéreraient encore. Donc c'est repérer cette triangulaire, comment se situer, comment faire couple aussi vis-à-vis de l'enfant, lui expliquant. C'est une figure que vous convoquez régulièrement en consultation? Pas tant que ça. En fait, ça fait partie de ces figures qui sont tellement rentrées dans la connaissance générale, qui sont tellement présentes que on se fixe pas tellement là-dessus. Tout le monde le sait un peu maintenant. Peut-être que là où j'en parle le plus, c'est avec les parents qui se retrouvent confrontés à leur enfant, qui disent « Oui, mon fils, ma fille m'aime pas, m'aime plus, il n'en veut qu'à son père ou à sa mère. » Là, je leur rappelle peut-être un Oedipe que là, ils ont un peu oublié. Alors le temps file et dans quelques instants nous allons, malgré nous, hein, c'est une blessure, nous allons décider de la fin de cette émission, mais je voudrais vous poser la dernière question. Qui décide de la fin d'une analyse? Est-ce que c'est le psychanalyste, la psychanalyste, le thérapeute ou le patient? Pour moi, c'est forcément le patient. Forcément le patient. Alors,
quelquefois, le patient veut arrêter et moi, je trouve que ça n'est pas le moment, que c'est un peu tôt, que justement, on est peut-être en face d'un mur qu'il s'agirait de traverser ou d'escalader. Mais c'est lui qui a la main. Et justement, c'est un acte de liberté et de désir important de dire « Je vous aime beaucoup, hein, on a fait un bon travail ensemble, comme cette émission. » Mais on va se quitter maintenant. Eh bien, nous laissons la main aux futurs lecteurs, lectrices. Voilà, de l'aventure du divan, ma vie de psychanalyste, Sophie Cadalen. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et puis, on viendra vous voir très prochainement. Je vous attends. À très bientôt. À très bientôt. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.